Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous, fidèles auditeurs de Top Congo, chers internautes, merci de votre fidélité au programme de votre radio et de votre chaîne YouTube. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Top Santé et bienvenue à tous. Des cas de fièvre de la vallée du Rift détectés au Burundi, l'un des pays voisins de la RDC. Cette maladie qui affecte les bêtes est une zoonose, donc peut aussi affecter les humains. Alors que doit faire la République démocratique du Congo pour éviter l'importation des cas sur son territoire? On en parle dans cette émission avec l'invité du jour, c'est le professeur Justin Masumu. Il est doyen à la faculté de médecine vétérinaire à l'Université pédagogique nationale, mais il travaille aussi à l'INRB, Institut national de recherche biomédicale. Professeur Justin Masumu, bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Professeur Justin Masumu, c'est quoi la fièvre de la vallée du Rift? Madame, la fièvre de la vallée du Rift, c'est une maladie qui a été découverte en 1910. C'était au Kenya, dans la vallée du Rift. La vallée du Rift, c'est une dépression qui s'étend de l'Égypte au Mozambique. Donc, c'est une maladie qu'on avait constatée chez les ruminants, mais comme vous l'avez dit, qui peut aussi affecter les humains. Et il s'agit d'une maladie virale? Effectivement, c'est causé par un virus et qui est transmis aux animaux tout comme aux humains par le moustique, principalement Aedes. Ici, nous parlons de Aedes et de Culex, donc pratiquement le genre qui transmet dengue, qui transmet chikungunya, qui transmet fièvre jaune. Donc, c'est ce genre-là qui transmet aussi la fièvre de la vallée du Rift par piqûre. Mais comment expliquer que la maladie parte du Kenya et descende jusqu'au Burundi? Non seulement jusqu'au Burundi, parce que cette maladie qui avait été découverte en 2010, à l'époque, on savait que c'était une maladie africaine. Comme beaucoup d'autres maladies, aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qui ont commencé en Afrique, mais on retrouve ça un peu partout. Covid, dont nous parlons, ça a commencé en Chine, mais ça s'est retrouvé partout dans le monde. Alors cette maladie, oui, ça a commencé au Kenya, mais aujourd'hui, nous avons l'Égypte, nous avons l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud. Pratiquement toute l'Afrique est affectée et il y a même l'Arabie Saoudite et le Yémen en Asie qui sont affectés aussi. Donc c'est une maladie qui est en train d'évoluer, voilà, avec le changement climatique, parce que le moustique est dépendant du climat, de l'environnement. Et ce moustique évolue dans un certain environnement. Avec le changement climatique, il y a des endroits qui étaient hostiles au développement de ce moustique. Mais maintenant, ça devient de plus en plus propice et ça permet à la maladie de pouvoir s'installer. Et quelles sont les bêtes qui sont beaucoup plus affectées par la fièvre de la vallée du Rift? Cette maladie affecte surtout les ruminants. Nous avons les bovins et les ovins sont très sensibles. Vous dites les bovins, les ovins. Les vaches, les moutons, voilà, sont très sensibles. Nous avons aussi les chèvres, mais parmi les sauvages, nous avons les buffles. Mais dans les régions où il y a des chameaux, on s'est rendu compte que les chameaux aussi sont très sensibles à cette maladie. Et les manifestations? Les manifestations, nous parlerons chez l'animal, nous parlerons chez l'homme. Parce que vous l'avez bien dit, c'est une zoonose. Alors, je commencerai par l'animal. C'est une maladie qui se manifeste par la fièvre, comme nous l'avons dit. Quand l'animal a la fièvre, elle est difficile à manger, elle mange difficilement, elle boit difficilement et elle aura beaucoup de fatigue. Il aura beaucoup de fatigue, il aura des vertiges. Et surtout ce qu'on remarque chez les animaux, les femelles qui sont gestantes, donc les animaux qui portent des petits, peuvent facilement avorter. Donc il y a de l'avortement chez les femelles, mais chez les jeunes, c'est surtout la mortalité. Ça peut atteindre 100% des jeunes qui peuvent mourir
et 100% des femelles qui peuvent facilement avorter. Donc, chez les animaux, c'est beaucoup plus ça. Et on est beaucoup plus alerté par des avortements répétés. Et parfois, on pense que c'est la brucellose ou d'autres maladies abortives ou qui peuvent provoquer les avortements. Sinon, alors, c'est une mortalité massive d'animaux dans le troupeau, parfois sans signe apparent. Parce que la maladie est tellement sévère quand ça pénètre dans un troupeau où les animaux ne sont pas protégés par le vaccin. Et en très peu de temps, vous voyez un animal qui était en bonne santé, aujourd'hui, demain, après-demain, il tombe et il meurt. Et la période d'incubation, c'est de combien de temps? En principe, c'est autour d'une semaine, mais le plus souvent, en moins d'une semaine, 2-3 jours, on peut déjà avoir la fièvre. Et après quelques jours aussi, dès que l'animal présente la fièvre, ça ne dure pas. Là où la maladie est très sévère, les animaux arrivent à mourir sans pour autant maigrir parce que ça ne prend pas beaucoup de temps. Et vous avez, en fait, je l'ai annoncé au début que c'était une zoonose, donc ça affecte aussi les humains, mais de quelle manière? De quelle manière, parlant des symptômes, c'est comme la grippe. Et c'est ça justement, quand cette maladie pénètre dans une population, c'est très difficile de savoir que ça, c'est la fièvre de la vallée du Rift. Donc même si c'est dans une zone qu'on ne connaît pas, où on ne connaît pas cette maladie, on parlera toujours de la malaria et on parlera aussi de la fièvre typhoïde. Et dans une région comme la nôtre, un pays comme le nôtre, quand la fièvre de la vallée du Rift pénètre dans une population, c'est clair, on va soigner la malaria, c'est clair, on va soigner la fièvre typhoïde. Parce qu'il y a des maux de ventre, il y a des vomissements, il y a des diarrhées. Mais avec la fièvre, il y a des fatigues, il y a des douleurs dans le ventre, douleurs dans le corps aussi. Donc ça, c'est la forme classique. Il y a des personnes qui peuvent résister à la maladie. Parce qu'il y a des gens qui peuvent contracter le virus sans pour autant manifester des signes. Mais de l'autre côté, il y a aussi des gens qui peuvent présenter une forme sévère. Et dans la forme sévère, on peut avoir des complications. Le virus peut atteindre le cerveau. Et là, on peut avoir l'encéphalite, l'inflammation du cerveau. Le virus peut atteindre les yeux. Il y a des gens qui peuvent perdre la vision. Mais aussi des cas de mortalité. Rappelez-vous, en 1977, on avait perdu près de 600 personnes en Égypte à cause de cette maladie. Donc c'est une maladie qui peut se manifester d'une façon brutale, sévère, avec beaucoup de mortalité même chez les humains. Oui. Chez la bête, la période d'incubation est pratiquement de 3 jours, vous avez dit? Oui, ça peut aller jusqu'à 6 jours. Même chez l'homme, c'est plus ou moins la même chose. Donc, c'est plus ou moins une semaine. Un peu moins d'une semaine, c'est juste pendant quelques jours. Et la personne aussi peut en mourir? Oui, les gens peuvent en mourir aussi. On a eu beaucoup de cas de mortalité dans beaucoup de pays. Je vous ai donné l'exemple de l'Égypte, mais dans d'autres pays, un peu comme le Kenya, l'Ouganda aussi, parfois on enregistre des cas de mortalité. Maintenant, le problème, c'est d'arriver à faire le diagnostic à temps. Parce que comme je l'ai dit, si vous regardez les signes, si on prend fièvre, si on prend faiblesse, si on prend fatigue, si on prend diarrhée, si on prend vomissement, on est dans un tableau pratiquement clinique de malaria, fièvre et typhoïde. Et toujours ici, on a une fièvre qui est rebelle aux antipalidins. Donc, vous administrez un produit contre la malaria, la personne prend 1 jour, 2 jours, mais la fièvre persiste. Et chez nous ici, malheureusement, on a acquis l'habitude, quand on administre un premier produit, ça ne marche pas, on change. Et parfois, ça peut être autre chose, ça peut être juste une infection rénale, parce que même ici, on peut avoir une atteinte rénale. Mais on se dit, ok, c'est une malaria rebelle. On se dit, non, le produit peut-être n'agit pas bien. C'est ça que nous faisons. Et après, si la personne meurt, on dit non, c'est une malaria rebelle qui l'a tué. Mais dans beaucoup de cas, ça peut être des maladies virales qui sont dues à ce genre de virus. Mais comment le virus peut transiter de l'animal à l'homme? Qu'est-ce qui favorise cela? Alors, ce qui favorise le passage du virus de l'animal à l'homme, d'abord, nous avons parlé du vecteur.
Le vecteur fait la transition entre le monde animal et le monde humain, entre les animaux aussi. Et lorsque vous êtes dans un milieu où il y a beaucoup de vecteurs infectés, à ce moment-là, les hommes peuvent par piqûre aussi contracter la maladie. Mais en dehors de ça, nous avons aussi le contact avec les produits animaux. Donc le moustique qui pique la bête qui est malade, pique également l'homme et lui transmet la maladie. Effectivement. Et ce qui est grave avec Aedes, c'est que la femelle qui arrive à avoir des virus peut transmettre ça à ses petits par les œufs. Et les œufs, une fois pondus, même malgré la période la plus difficile de la saison sèche, ces œufs peuvent garder le virus jusqu'à l'éclosion. Et là, nous parlons de plusieurs mois après, dès qu'il y a les premières pluies, vous allez voir beaucoup de cas de fièvre de la vallée du Rift. Donc, c'est une maladie qui peut être entretenue juste par les virus. On a eu des cas où des véhicules ou des bateaux sont partis des pays où il y avait la maladie. Vous avez de l'eau qui stagne, le moustique vient pondre, après on nettoie, mais les œufs restent, le véhicule part là où ça part, ou le bateau, et une fois qu'il y a pluie, où on verse de l'eau dans ce véhicule, ce conteneur, et après il y a éclosion de moustiques avec le virus. Donc ça, c'est la première voie de transmission par piqûre de moustiques. Mais on a aussi la voie par contact. Par contact, je prendrai d'abord la catégorie à risque, les médecins vétérinaires, eux qui sont en contact avec les animaux. Voilà. Un médecin vétérinaire qui va... nous avons parlé des avortements. Quand il y a avortement, parfois, si le petit ne sort pas, le médecin vétérinaire va aider la mère, la vache, par exemple, à sortir le petit. À ce moment-là, il pourrait être infecté. Ou alors, lors de l'abattage, on abat les animaux, comme le virus se trouve dans le sang, dans les organes, et le vétérinaire qui manipule sans se protéger, qui ne porte pas de gants, il peut facilement être infecté aussi. Mais les mamans qui achètent une viande qui est contaminée peuvent aussi contracter la maladie. Et nous avons toutes ces personnes qui mangent une viande qui n'est pas bien cuite, qui peuvent aussi contracter la maladie. Et le contact avec les fluides, voilà même le lait qui n'est pas pasteurisé, les gens qui prennent le lait comme ça, un animal infecté qui va voilà, libérer les œufs où on va traire une bête pareille. Et quand on consomme sans pasteuriser, donc neutraliser tous les virus, on peut aussi être contaminé. Et mais est-ce que la transmission interhumaine est possible? Pour la fièvre de la vallée du Rift, jusque-là, nous considérons que l'homme est comme, en anglais on dit dead point, donc un cul-de-sac voilà, épidémiologique, parce que dès qu'il contracte la maladie, et même le virus pour être infecté à partir de la piqûre de l'homme, parce que la période de la virémie est tellement faible jusqu'au point où pour avoir le virus au niveau des humeurs et même au niveau du sang, c'est un peu difficile. Donc jusque-là, nous considérons que la transmission interhumaine ne joue pas un rôle dans la propagation de la maladie chez l'homme. Le Burundi a notifié des cas de fièvre de la vallée du Rift. Alors comment se présente la situation là-bas? Bon, nous sommes en contact avec les amis parce que nous faisons partie d'un réseau. Nous avons été appuyés par NIH. Nous avons un projet où déjà, il y a 2 ans, nous avions commencé à surveiller cette maladie à Goma. Donc, nous collectons des échantillons avec l'INRB Goma au niveau de l'hôpital de Virunga. Chaque semaine, en tout cas, depuis que nous avons commencé, nous collectons des échantillons pour voir s'il y a des gens qui sont exposés à cette maladie. Alors, on le fait avec l'Ouganda, avec le Kenya. Et ce réseau, dès que nous avons appris cette maladie, il y a des gens qui sont descendus au Burundi à partir du Kenya. Ils ont collecté des échantillons et ils ont confirmé. Effectivement, il y a la fièvre de la vallée du Rift au Burundi. Puisque jusque-là, la fièvre de la vallée du Rift, comme je l'ai dit, c'est beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Sud, jusqu'en Zambie, Angola. Et quand nous prenons l'Est, Tanzanie, Ouganda, Kenya, Soudan et les autres pays, mais arrivé au niveau du Rwanda, Burundi, vous allez voir, on dit que la maladie n'est peut-être pas présente. Mais pour l'instant, le Burundi vient d'être
atteints. Et le Rwanda, nous avons appris aussi qu'il y a des cas au Rwanda aussi. Donc maintenant, pratiquement, c'est toute la partie Est. Et la question qu'on peut se poser, la maladie, est-ce que ça se trouve aussi en RDC ou pas? Voilà, justement, ça constitue une menace pour la RDC? Effectivement, ça constitue, oui, je dois le dire, ça menace notre pays, cette maladie, pourvu que l'on puisse se rassurer que la maladie n'y est pas encore, parce que je peux vous confirmer, les études que nous avons conduites il y a quelques années ont montré que les anticorps contre cette maladie sont présents dans notre pays. Il y a des vaches, il y a des moutons, il y a des chèvres qu'on a trouvé avec des anticorps, avec des IgM, des anticorps évidemment qui durent longtemps, des IgG et même des IgM qui montrent que quand même il y a une maladie active. IgG, IgM. Ce sont des immunoglobulines, donc ce sont des soldats qui protègent l'organisme contre les virus. Parce que dès que le virus pénètre dans le corps va produire des soldats, hein, donc c'est comme des protéines qui vont aller attaquer le virus. Et il y a ces protéines, donc les IgM qui sortent très vite et ça attaque, et les IgG qui sortent un peu en retard mais qui restent pendant longtemps. Et ça vous dit, hein, si un animal a été en contact avec le virus, ça peut vous dire, voilà, dès qu'on a IgG, on dit que cet animal était en contact. Mais nous avons eu aussi des cas où nous avons fait la biologie moléculaire. Je pense que vous connaissez déjà cet outil. Et ça vous dit, le virus est pratiquement là. Donc, en principe, nous pouvons dire que dans notre pays, oui, on avait déjà eu des cas dans l'ancienne province du Katanga. Il y a une ferme où on avait diagnostiqué aussi la présence de cette maladie. Mais c'est son expansion dans les autres provinces qui n'est pas très bien connue. Et aussi des cas humains qu'on n'a pas encore rapportés, ce qui nous pousse à nous poser beaucoup de questions là-dessus. Mais avec le Burundi qui est déjà affecté, avec le Rwanda qui l'est aussi, la RDC, avec tout le trafic qu'il y a à l'est du pays, qu'est-ce qu'on devrait craindre? Oui, ce que nous devons craindre, parce que parmi les mesures à mettre en place, c'est d'abord, restreindre le mouvement des bêtes. 2, éviter aussi qu'il y ait mouvement des produits de bêtes, parce que c'est vraiment, ce sont des facteurs qui favorisent l'expansion de la maladie. Alors, au Burundi, oui, bien sûr, on peut interdire la vente de viande comme nous avons appris, et même l'abattage d'animaux. Le problème, si la frontière n'est pas sécurisée entre le Burundi et la RDC, les éleveurs, et ça, c'est ce que les éleveurs font un peu partout dans le monde, dès qu'il y a une épizootie, quelque part, donc une épidémie chez les animaux, les éleveurs vont déplacer leurs animaux. Donc, avant que la maladie ne puisse tuer un grand nombre des animaux, les éleveurs vont déplacer leurs animaux. Et ici, comme nous avons déjà le mouvement des bêtes entre le Burundi et la RDC, hein, si vous prenez la plaine... Quand vous dites mouvement des bêtes Burundi, RDC, c'est beaucoup plus... Quelle est la partie du pays qui est beaucoup plus exposée? Est-ce que c'est le nord Kivu? C'est le sud Kivu? C'est le sud Kivu. Quand nous parlons du Burundi, c'est plus le sud Kivu. La plaine de la Ruzizi, une grande plaine qui est là avec beaucoup d'herbes, mais très peu de troupeaux. Et c'est ça qui fait que les éleveurs du Burundi traversent la rivière de la Ruzizi pour faire paître leurs bêtes, pour amener leurs bêtes à brouter l'herbe du côté de la RDC. Après, ils retournent avec leurs bêtes. Et c'est un mouvement qui se fait régulièrement, d'autant plus que c'est très difficile de sécuriser la frontière à ce niveau. Et c'est ça le risque maintenant. Est-ce que avec la présence de cette maladie au Burundi, les éleveurs seront consciencieux pour dire non, nous ne devons pas amener nos bêtes là-bas, de peur que la RDC puisse avoir aussi des problèmes? Sûrement qu'ils ne le feront pas. Ce qu'ils vont faire, c'est de continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait et amener les bêtes en RDC. Donc nous devons vraiment craindre qu'au moment où nous sommes en train de parler,
et des bêtes probablement infectées aient déjà traversé la frontière et que peut-être certaines de nos bêtes, certains troupeaux soient aussi déjà affectés au niveau de la RDC. C'est ça la plus grande crise. Et au Burundi, combien de bêtes sont affectées? Le rapport que nous avons obtenu jusque-là, il y a eu plus de 500 bêtes qui étaient malades avec 100 têtes qui étaient déjà mortes. Et là aussi, c'est un rapport qui date d'une semaine. Et s'il n'y a pas une bonne surveillance, c'est très difficile d'avoir tous les chiffres. Mais quand même, ça montre la sévérité de la maladie. En très peu de temps, vous avez des centaines de bêtes qui peuvent être affectées, mais aussi l'expansion de cette épizootie, parce que ça a commencé par une province, mais ça a évolué. Là, il y a quelques jours, on nous parlait de pratiquement la moitié des provinces du pays qui seraient déjà affectées. Suite à ce mouvement, évidemment, nous en avons parlé, à ce mouvement des bêtes à l'intérieur du pays. Donc, comme nous disions tout à l'heure, étant donné que ce mouvement se passe à l'intérieur du pays, mais aussi entre le Burundi et la RDC, évidemment, on peut se dire que peut-être à ce moment-ci, certains troupeaux de notre pays qui entrent en contact avec les bêtes qui viennent du Burundi peuvent éventuellement être déjà affectés par cette maladie. Oui, mais selon le rapport que vous avez reçu de vos camarades, est-ce que des cas chez les humains, des cas de la fièvre de la vallée du Rift, ont aussi été rapportés au Burundi, chez les humains? C'est ça qui nous étonne un peu, puisque dans les discussions que nous avons eues, il est vrai que la maladie peut passer inaperçue si la population humaine dans la zone n'est pas très sensible. On a vu des cas de fièvre de la vallée du Rift dans certains pays où quelques bêtes étaient affectées, mais on n'a pas eu les cas chez les humains. Mais ici, quand même, nous parlons des centaines de bêtes qui seraient affectées, qui seraient malades. Nous parlons d'au moins une centaine de bêtes qui seraient déjà mortes. Et connaissant nos pratiques traditionnelles, quand une bête est malade, les gens vont vite l'abattre pour récupérer la viande sans l'expertise du médecin vétérinaire. Et même quand une bête meurt, le plus souvent dans nos milieux, on récupère la viande. Et ça, logiquement, ça devait être suivi de beaucoup de cas chez les humains. Donc, c'est la question que nous nous posons. Donc là, il faudra vraiment que les épidémiologistes descendent sur le terrain pour collecter beaucoup d'échantillons, mais aussi pour analyser avec l'intervention des structures extérieures. On nous a laissé entendre que maintenant, il y a un plateau technique qui est assis pour le diagnostic de la maladie. Nous osons croire que d'ici quelques jours, si les équipes d'intervention ou d'investigation peuvent se déployer dans le pays, ça pourra nous donner une très bonne idée de ce qui se passe sur place. Mais d'après le rapport que vous avez, est-ce que le ministère de l'Agriculture, de l'Environnement au niveau du Burundi n'a pas pris des dispositions pour empêcher la circulation des bétails au niveau de la frontière? Au niveau de la frontière, en principe, ils doivent le faire, mais nous parlons de quelle frontière, madame? C'est ça le problème. Oui, mais parce que quand il y a une épidémie ou une épizootie, ils l'ont fait, il y a eu une déclaration. Vous savez qu'il y a des pays qui cachent. Il y a une maladie qui est là, puis le pays ne veut pas parler. Nous avons eu des cas où des pays voulaient cacher. L'OMS a dit non, vous devez déclarer, ainsi de suite. Ou l'OIE pour les animaux, qui est devenu l'OMSA, ce n'est plus l'OIE. Organisation mondiale de la santé animale. Mais le Burundi a déclaré. Nous avons suivi, nous avons des rapports, ils ont déclaré. Et aussi, ils ont mis en place des mesures pour éviter la propagation de la maladie. Les mesures peuvent être mises en place, mais maintenant, il faudra qu'il y ait le suivi. Et pour qu'il y ait suivi, il faudra qu'il y ait du personnel, des gens qui soient sur le terrain, afin d'empêcher, par exemple, que les bêtes puissent traverser en RDC. Mais là, nous parlons d'une frontière de plusieurs centaines de kilomètres. Donc, il faudra alors, ce n'est pas une route par laquelle les bêtes passent. Ce n'est pas une voie ferrée où il y a des wagons et des bêtes là-bas. Et puis, pourquoi il y a des bêtes, on doit les saisir. Mais ce sont des pistes, ce sont des villages
Hein? Et nos villages, vous savez comment ils sont situés. À gauche, vous avez un village burundais, à droite, un village congolais. Entre les deux, il n'y a rien. Il y a une petite rivière, tout le monde peut traverser les bêtes. C'est là le problème. Donc, l'application de toutes ces mesures, dans un contexte si difficile où les frontières sont poreuses, c'est très très difficile vraiment de se rassurer que les bêtes ne peuvent pas traverser. Et en RDC, on ne sait pas si les bêtes sont déjà affectées ou si les humains sont déjà touchés. Par rapport à la situation qui s'est vue au Burundi, au niveau du pays, qu'est-ce que vous comptez faire? Bon, au niveau du pays, je félicite ici le vétérinaire du territoire qui a fait un bon rapport. Il avait envoyé au gouverneur de la province du Sud Kivu, il avait amplifié. Nous avons reçu une copie aussi où il avait demandé que des mesures soient prises pour éviter que la maladie ne puisse pénétrer dans la province. Et nous avons eu contact avec les responsables aussi techniques de la province. Maintenant, c'est question de mettre en place toutes ces mesures. Quelles mesures? D'abord, il faut commencer par renforcer la surveillance. Il est vrai que la surveillance chez l'homme et chez l'animal. En tout cas, il faut chez l'homme et chez l'animal parce que c'est une zoonose. Et c'est comme ça que nous parlons de l'approche Une Santé. Voilà, personnellement, quand j'avais reçu ce message, je l'avais envoyé au docteur Mwamba, qui est le directeur général de la DGLM. Je l'avais envoyé à Madame Gisèle. On travaille beaucoup avec elle. Quand il y a des informations chez les humains, elle nous envoie. Donc, ils sont déjà informés qu'il y a un problème là-bas. Et partant de là, ils ont sûrement informé la DPS du Sud qui doit déjà avoir l'information. Et de là, comme c'est une maladie que nous surveillons, nous avons déjà la définition des cas. Et maintenant, c'est juste question de pouvoir renforcer seulement les équipes qui sont sur le terrain, faire le briefing, pour qu'ils puissent se rappeler un peu tout ce qu'elles puissent se rappeler tout ce qu'elles doivent faire. Mais du côté animal aussi, la fièvre de la vallée du Rift est une maladie qui est sous surveillance, en RDC aussi. Et là aussi, on a les définitions des cas. Mais maintenant, c'est question de donner les moyens, surtout du côté animal, puisque du côté humain, nous avons les centres qui sont là, les hôpitaux, mais nous avons des récos qui peuvent aller de maison à maison pour collecter des informations. Mais du côté animal, nous avons des difficultés. Nous avons un vétérinaire du territoire avec quelques agents, mais ils doivent se déplacer. Ils doivent visiter régulièrement des fermes. Et pour ce faire, ils ont besoin de motos, ils ont besoin de jeeps, ils ont besoin de carburant, ils ont besoin du matériel de collecte des échantillons, des transports, des conservations et d'expéditions. Au niveau du laboratoire vétérinaire de Goma, nous devons nous rassurer que le plateau technique est là et que tous les consommables et les réactifs sont là aussi. Ça, on devra le faire. Au niveau du laboratoire vétérinaire... le faire. Vous allez le faire quand exactement? Parce que la maladie n'attend pas. Oui, justement, vous avez raison, madame. En principe, quand une maladie est déclarée dans un pays voisin, le lendemain, vous devez déjà vous réunir. Le lendemain, je dis. Dès que le voisin vous dit, hey, attention, chez moi, il y a telle maladie, le lendemain, vous devez vous réunir, vous devez vous asseoir, vous devez déjà élaborer s'il y a un plan de contingent qui existe. Sinon, vous devez déjà élaborer cela. Vous devez déjà commencer à préparer les équipes, renforcer la surveillance, au niveau de la frontière d'abord ici, parce que c'est un pays voisin, mais comme nous savons aussi, c'est difficile, c'est à l'intérieur. On doit renforcer cette surveillance. Et pour faire tout ça, il faut des moyens. Je pense que au niveau du Sud Kivu, ça doit aujourd'hui être un problème de moyens. Il y a des gens ici au niveau central, parce que nous le faisons toujours, même avec Ebola à Mbandaka, il y a une équipe qui est partie de Kinshasa pour renforcer l'équipe qui est à Mbandaka. De même, du côté animal, en principe, une équipe doit partir de Kinshasa. Il y a CNS, Delma, DSV, laboratoire vétérinaire. On doit descendre sur le terrain pour renforcer l'équipe qui est là et arriver à surveiller un peu toute la frontière et tous les troupeaux qui sont là. Bon, c'est pas encore fait. Sûrement que les structures sont en train de chercher les moyens. J'étais ce matin avec le directeur de laboratoire vétérinaire et le directeur du CNS. Rien n'est encore sur la table, mais on est en train de parler de ce problème. Oui, mais est-ce que les RDC disposent déjà d'un plan de contingence au cas où on déclarait un premier cas?
Pour la fièvre de la vallée du Rift, je dirais non. Ça n'existait pas. Justement, c'est de ça que nous avons parlé encore ce matin avec le directeur du laboratoire vétérinaire et le directeur de la direction de lutte contre les maladies, parce que s'il y a riposte à faire, c'est sa direction qui doit faire ça. Et il y a eu déjà des échanges. Je pense que c'est le ministre qui est en déplacement. Dès qu'il arrive d'ici là, le plan pourra déjà être élaboré. En quelques jours, on pourra voir le plan. Mais ce qui est important, c'est déjà de dépêcher des équipes sur le terrain afin de briefer ceux qui sont là et commencer à faire la surveillance. Il faut activer la surveillance, renforcer la surveillance à la frontière et au niveau de tous ces différents troupeaux et au niveau, puisque au sud Kivu, la situation est différente, du nord Kivu et d'autres parties du pays. Là, vous avez des bêtes qui se déplacent. Donc, ce ne sont pas des fermes, mais quelqu'un peut dire, voici ma ferme avec des limites géographiques, non. Et là, la surveillance devient encore beaucoup plus difficile. Parce qu'aujourd'hui, le troupeau peut être ici, et la nuit, les bêtes vont se déplacer à la recherche de la nourriture, et vous devez les suivre un peu partout. Donc, ce n'est pas très facile, d'où il faut vraiment une très forte équipe, très bien rodée, très bien équipée aussi, pour pouvoir surveiller toutes ces bêtes. Mais en parlant de la riposte, comment elle peut se faire chez les animaux et la prise en charge chez les humains? Comment ça se fait? Bon, la riposte, oui, dès que la maladie est là, parce que maintenant c'est la surveillance et évidemment s'il y a des rumeurs, on doit mener des investigations. Mais dès qu'on déclare qu'il y a la maladie qui est là, évidemment, il faudra circonscrire la zone et arriver à isoler. Il faut isoler si c'est un troupeau, je ne sais pas, il faudra le faire. Mais le plus vite possible, il faudra interdire, nous devrions déjà interdire, en tout cas malheureusement, l'abattage des bêtes sans surveillance. Puisqu'il arrive que nous puissions le faire sans surveillance, il faudra vraiment qu'on puisse interdire cela. Et dès que la maladie est là, toutes ces mesures interdire doivent être... C'est à Kinshasa ou bien dans le sud Kivu? Dans le sud Kivu d'abord. Dans le sud Kivu et les provinces environnantes, on doit renforcer la surveillance. Mais dans la province, bon, évidemment, sud Kivu, je ne dirais pas que c'est affecté. Je ne dis pas que l'épidémie est là, voilà l'épisode aussi. Mais dès que la maladie est là, il faudra qu'on interdise la circulation des bêtes, le mouvement des bêtes. Ça sera déjà compliqué. Je vous ai dit que là, vous avez des troupeaux qui doivent se déplacer. Qui doivent se déplacer. Vous laissez les bêtes pendant 2 jours, il n'y a plus d'herbe. Et ces bêtes doivent se déplacer. Donc, ça va être très, très compliqué. Mais aussi, comme nous l'avons dit, ce sont les moustiques qui vont transmettre la maladie et disséminer aussi. Donc, il faudra qu'il y ait l'intervention du ministère de l'Environnement. C'est ça l'approche Une Santé. Le ministère de l'Environnement doit s'occuper des moustiques, Aedes, Squilex, un peu dans les zones où le ministère de la Recherche scientifique et de l'enseignement supérieur et universitaire, eux, ils devront mener des investigations pour voir quelles sont les zones à risque. Le ministère de l'Environnement va aller dans ces zones pour faire l'épandage des insecticides, pendant que le ministère des Pêches et Élevage va s'occuper des troupeaux et au niveau de l'abattoir pour faire la surveillance et à la frontière. Et de l'autre côté, le ministère de la Santé publique va actionner aussi une surveillance beaucoup plus renforcée au niveau des hôpitaux, mais aussi renforcer la sensibilisation au niveau de la population, parce que tout part de là. Nous avons toujours la malaria, on a toujours des cas de fièvre typhoïde. Et cette fois-ci, on dira, maman, si l'enfant est malade, ne donnez pas de paracétamol, amenez l'enfant à l'hôpital directement. Donc pendant toute cette période-là, il faudra que tout cas de fièvre, en tout cas, soit amené à l'hôpital pour qu'on puisse prendre en charge la personne comme il se doit. Oui, mais est-ce que cette synergie-là des forces est possible? C'est possible, c'est possible. Je pense quand même que notre pays est en train de fournir beaucoup d'efforts dans l'application de l'approche Une Santé. Ce matin, nous avions eu une réunion parce que nous venons de bénéficier d'un financement des Canadiens pour décentraliser et renforcer l'approche Une Santé en République démocratique du Congo. Et ce matin, on a eu une réunion. Il y a le comité de coordination Une Santé qui était là avec les différentes structures et nous avons discuté des avancées. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font au niveau de certaines provinces et même au niveau de la base. Et amener les gens à travailler ensemble, nous l'avons fait. On était dans le Maniema, autour de Monkeypox. On a travaillé ensemble, environnement, santé et pêche élevage. Nous venons de Massimanimba, nous avons travaillé ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être réalisées. Et là où nous pensons que peut-être les gens n'aiment pas travailler ensemble, c'est très faux. Il suffit qu'ils aient des informations et que l'opportunité soit là. On a vu ça sur le terrain, en tout cas c'est possible. Dans le sud, il peut aussi le faire. Et qu'est-ce qui adviendrait aujourd'hui si
la RDC déclare également des cas de la fièvre de la vallée du Rift. Bon, s'il y a des cas de la fièvre de la vallée du Rift, il faudra se dire que c'est la tête de l'iceberg. L'iceberg, juste pour dire que probablement il y a beaucoup plus de cas déjà ailleurs. Donc, il faudra vraiment que nous puissions renforcer parce que nous avons dit le siècle dernier, il y a eu une épidémie en Égypte où des centaines de personnes étaient mortes et il y a des pays aussi qui ont connu des épizooties où des centaines, au Burundi c'est déjà 100 bêtes ou plus qui sont déjà mortes. Donc en RDC, dès qu'il y aura le premier cas, quand il y a une épidémie pareille, on craint toujours le pire. On se dit peut-être qu'il y aura dissémination comme au Burundi, près de la moitié des provinces atteintes. En RDC, si ça va arriver et que si cette maladie doit se disséminer à travers le pays, ça sera très très compliqué parce que ça pourra s'établir. Au Kenya, la maladie s'est établie. La maladie est endémique au Kenya. Et de temps en temps, vous avez des bêtes qui meurent à gauche, à droite parce que je vous ai dit que le vecteur qui transmet cette maladie est tellement malin jusqu'au point où vous pouvez neutraliser tous les adultes, mais les œufs que les femelles ont pondus vont garder le virus. Même pendant la saison sèche, le virus sera toujours là. Dès que les pluies seront là, vous allez avoir encore des cas. Donc, c'est une maladie quand même qu'on doit prendre au sérieux, qui n'est pas facile à gérer, franchement. Cette maladie n'est pas facile à gérer. Il ne faudra pas qu'on attende qu'il y ait le premier cas. Il faut déjà qu'on intervienne aujourd'hui. Il faut déjà qu'on réfléchisse par rapport aux moyens, par rapport au renforcement, un peu comme on a dit, à travers la formation et toutes les ressources qu'il faut pour bloquer cette maladie. Si jamais ça pénétrait dans le sud Kivu, qu'on bloque ça dans cette province, au cas où ça allait au-delà, ça sera très très compliqué par la suite. Et la province de Sud Kivu fortement exposée à la menace de la fièvre de la vallée du Rift. Le gouverneur, les ministres, les autorités sanitaires, tout ça, qu'est-ce qu'ils doivent concrètement faire pour protéger la population? Ce que les autorités doivent faire, c'est, comme je l'ai dit, il faudra renforcer la surveillance. Ça, c'est un. Il faut renforcer la surveillance parce que pour l'instant, la maladie, c'est encore au Burundi. Donc, c'est la frontière. Il faut renforcer la surveillance au niveau de la frontière. Il faut renforcer la surveillance à l'intérieur du pays, au niveau de ces différents CRA. Les médecins vétérinaires doivent être formés, équipés pour faire ce travail. Il faut former les médecins au niveau des hôpitaux. Nous surveillons cette maladie, mais nous ne maîtrisons pas ça. Et quand ça arrivera, on risquera de penser à la malaria et à la fièvre typhoïde et on ne saura pas protéger la population. Il faut briefer les gens, il faut déjà les former, il faut prépositionner tout ce qu'il faut afin que dès qu'il y a suspicion, que les acteurs qui sont sur place soient à même de collecter des échantillons, de faire de l'investigation et si les cas sont là, de réaliser la riposte sans pour autant attendre nécessairement que tout vienne de Kinshasa. Et oui, mais justement, est-ce que Kinshasa est saisi? Kinshasa est saisi parce que le ministère de la Santé, plus comme je le disais tout à l'heure, à travers la Direction générale de lutte contre la maladie, ils ont déjà l'information par ce mécanisme de l'approche Une Santé. En tout cas, dès que nous avons eu l'information du côté de la santé animale, nous avons transmis directement cette information au ministère de la Santé. Et probablement là aussi, on est en train de se préparer pour renforcer les équipes qui sont localement, pourquoi pas, et éviter que la maladie puisse déranger, en tout cas comme on avait vu les décennies antérieures dans d'autres pays. Vous êtes expert en la matière, vous êtes doyen à la faculté de médecine vétérinaire à l'Université pédagogique nationale. Si aujourd'hui on vous demandait d'adresser un message à la population du Sud Kivu, qu'est-ce que vous leur direz en quelques mots? En quelques mots, c'est d'abord d'éviter la panique. La maladie n'est pas encore dans le Sud Kivu. Et si la maladie est là, nous avons des structures, surtout du côté humain, qui peuvent faire face à cette maladie, pourvu que les gens comprennent que tout cas de fièvre, à partir de ce moment-ci, tout cas de fièvre, tout cas de diarrhée, vomissement, doit être rapporté au niveau des centres de soins. Et aussi que les gens fassent très attention avec les abattages clandestins. Abattre les animaux sans protection, sans expertise, ça va vraiment exposer la population. Un seul animal abattu va être consommé par 50, 100 familles peut-être. Vous voyez le nombre de gens qui peuvent être exposés. Et dès que les mesures vont être prises au niveau de la province, nous allons leur demander de respecter scrupuleusement toutes ces mesures
et de s'impliquer dans la lutte contre cette maladie qui ne doit pas pénétrer dans notre province. Ils doivent être vigilants au niveau des frontières pour qu'il n'y ait pas déplacement des bêtes du Burundi vers la RDC et aussi arriver à rapporter tout cas des maladies dans leurs troupeaux pour tous ceux qui ont des animaux. Avec tout ça, si la population peut vraiment s'impliquer, nous pensons qu'il y a lieu de limiter les dégâts dans le Sud Kivu. Professeur Justin Massoumou, je vous dis merci. Merci Madame Peggy Wabwen. Voilà, fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers internautes, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Je rappelle que nous avions reçu le professeur Justin Massoumou, qui est doyen à la faculté de médecine vétérinaire à l'Université pédagogique nationale, mais il est aussi coordonnateur exécutif du CIGER, ce centre interdisciplinaire de gestion du risque sanitaire. Avec lui, nous avons donc parlé de la menace qui plane sur les RDC par rapport à la situation qui se présente au Burundi. Le Burundi qui est aujourd'hui frappé par la fièvre de la vallée du Rift, une maladie qui affecte les bêtes, mais qui constitue aussi une zoonose et qui peut affecter aussi les humains. Les autorités congolaises doivent donc prendre des dispositions pour empêcher toute importation des cas venant du Burundi vers la RDC, plus précisément vers la province du Sud Kivu, province voisine au Burundi. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à Miguel Mena. Merci également à Dani Zayobi qui a assuré la partie YouTube de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, si Dieu le veut. En attendant, au revoir et prenez soin de vous. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.